Bienvenue dans le débat. Ebola, hantavirus, le monde est-il prêt à de nouvelles épidémies si elles devaient avoir lieu? Une course contre la montre s'est engagée en RDC face à une épidémie d'Ebola qui continue à se propager dans une région densément peuplée et en proie à la guerre. Le virus a déjà fait 139 morts, 2 cas sont suspectés dans l'Angola voisin. Un médecin américain a été contaminé et transféré en Allemagne avec sa famille pour être soigné. L'OMS est en assemblée annuelle cette semaine. Elle revient au centre du jeu. Marco Rubio l'accuse d'avoir un peu tardé à identifier l'épidémie. Les États-Unis se sont retirés de l'organisation et ont réduit d'ailleurs leur financement à USAID, très impliqué dans la réponse aux précédentes épidémies d'Ebola, justement. L'annonce de cette épidémie surgit quelques semaines après l'apparition de l'hantavirus sur le navire MV Hondius. Ces deux virus rappellent que les risques de pandémie sont toujours présents. On va revenir sur l'épidémie d'Ebola et sur l'hantavirus. Où en est-on? Faut-il craindre de nouvelles pandémies? A-t-on tiré finalement les leçons du Covid-19? Face au virus, le monde est-il mieux préparé? On va poser ces questions à mes invités. Docteur Dona Moupapa est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes virologue franco-congolais et je dis que vous avez été candidat à la présidentielle en RDC en 2023, voilà, je le signale. Merci d'être avec nous. En tout cas, vous êtes ici plus comme virologue. Vous allez parce que vous avez une vraie expérience du virus d'Ebola en RDC, justement. En face de vous, Marie Jaspard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine et chercheuse à l'INSERM. Nous avons également Nathalie Coutinet ce soir, bonsoir. Vous êtes économiste de la santé, maîtresse de conférences à l'Université de Sorbonne Paris-Nord, co-autrice de Économie du médicament, c'est aux éditions de La Découverte. Et puis Ronnie Broman est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes membre du Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires de Médecins sans frontières, ancien président de MSF. Bienvenue à vous. Merci. L'épidémie d'Ebola, dont le risque est jugé élevé en Afrique centrale, mais faible au niveau mondial. C'est en tout cas l'OMS qui le dit. Il se propage, ce virus, en RDC. Un premier cas de transmission a été annoncé par le groupe antigouvernemental M23 dans la province orientale du Sud Kivu. On fait un point en images avec Loïc Chalavon. Sur ce marché de Bukavu, les habitants prennent leurs précautions et appliquent les mesures d'hygiène. Si nous nous saluons sans nous laver les mains, il y a un risque de contagion. C'est pourquoi je me lave les mains. J'ai peur d'être contaminé. On nous a sensibilisés sur ce marché au port de cache-nez pour nous protéger contre la maladie. Ce jeudi, un premier cas a été détecté dans la province du Sud Kivu, selon le groupe rebelle M23 qui contrôle la région. Un porte-parole a indiqué que l'homme de 28 ans était décédé avant même d'avoir été diagnostiqué. À Goma, dans la province voisine du Nord Kivu, des checkpoints ont été mis en place pour réguler les flux de passage. Les deux provinces sont coupées en deux par les lignes de front qui séparent l'armée congolaise du M23 et de ses alliés rwandais. Les experts craignent que le conflit armé ne complique encore davantage la lutte contre l'épidémie, d'autant plus que l'aéroport de Goma, qui permettait autrefois d'acheminer l'aide humanitaire dans l'est de la RDC, est fermé depuis que le M23 s'est emparé de la ville en janvier 2025. Un échantillon de Bukavu devra prendre les lacs Kivu, les bateaux sur les lacs Kivu jusqu'à Goma. De Goma, il prend un taxi ou un bus jusqu'à Beni Butembo. Et de là, on cherche un vol pour Kinshasa. Donc ça, c'est une contrainte logistique majeure, ça prend beaucoup de temps. Près de 20 tonnes d'aide ont été acheminées par avion à Bunia, dans la province d'Ituri, où le premier décès connu a été signalé. Sur place, le personnel de santé dénonce le manque de masques et d'équipements de protection de base. Il n'existe actuellement aucun vaccin ni médicament contre la souche du virus Ebola, appelée Bundibugyo. Docteur Dona Moupapa, vous avez travaillé lors de la première vague d'Ebola qui a secoué la RDC. Ça, c'était en 1996, donc ça fait déjà un moment. Cette souche Bundibugyo est nouvelle. Qu'est-ce qui la distingue de la souche Zaïre? Comment voyez-vous la différence entre ce qui se passe en ce moment en RDC et ce qui a pu se passer en 96, justement? Oui, merci beaucoup pour la parole. En fait, j'ai participé à l'éradication du virus Ebola. C'était lors de l'épidémie des Kikwit. C'était en 1995. Donc, ça fait déjà plus de 30 ans aujourd'hui. Et j'étais le chef d'équipe de prise en charge des malades qui étaient mis en quarantaine dans l'hôpital général des Kikwit. Et là, bien évidemment... Kikwit, qui se trouve où? Kikwit, qui se trouve à 540 km de Kinshasa, à l'ouest.
du pays. Voilà. Alors Donc, là, on parle plus de l'Est, hein, bien là, sûr. on parle maintenant de l'Est du pays. Donc, comme vous savez, c'est la 17e épidémie au Congo. Alors, aujourd'hui, depuis 2007, donc, il s'est développé, justement, il a été découvert cette deuxième espèce du virus Ebola, donc, qui s'appelle Bundibugyo. Alors, à la différence avec l'espèce Ebola Zaïre, puisqu'il y a au total 6 espèces. Et le plus connu, il y en a 5. Et donc, c'est lui qui est plus virulent, c'est le virus Ebola Zaïre, puisque c'était à l'époque, on l'a découvert. Celui-ci, vous le connaissez bien. Bon, celui-là, je connais, puisque j'ai lutté contre voilà, mais alors cette souche de et on a même Bundibugyo, mis au point un traitement qui est aujourd'hui utilisé comme un traitement, c'est un anticorps monoclonal qui est contre la utilisé souche Zaïre. Hein. contre la souche Zaïre. Cette nouvelle souche. Il y a même un vaccin aussi, des Merck. Contrairement justement à cette nouvelle souche. Oui. Donc, qui en fait, parce qu'il y a une sorte, elle a été décelée tout de même tard. Pourquoi ? Est-ce que c'est lié au fait que c'était dans l'Est, dans cette province recluse, que c'était quand même une zone proche d'une zone de conflit ? Est-ce que c'est ça, à votre avis ? Ou est-ce que parce que c'était une souche différente, du coup, elle était très difficile à déceler ? Bon, il y a les deux. C'est-à-dire, au départ, nous avions, à partir de 1995, nous avions préparé, avec l'aide de l'OMS et des CDC Atlanta, nous avions mis au point, mis en place des équipes sentinelles. Donc, nous avions formé de spécialistes dans toutes les régions et dans des zones de santé. Donc, dans chaque zone de santé, il y avait une équipe sentinelle, donc qui surveillait justement ces signes d'Ebola qui pouvaient survenir n'importe où. Alors, et là, nous sommes à la 17e épidémie. Donc, sur le plan prise en charge, nous avons une grande expertise. Mais on a failli, justement. Là, c'est par rapport à l'équipe Sentinelle. Je pense que dans cette zone, qui est une zone en guerre, hein, bien sûr, déjà, la dernière épidémie qui avait sévi là-bas, c'était entre 2018 et 2020. Donc là, ça fait beaucoup de cas et plus de 3000 cas. Et donc là, évidemment, on a utilisé cette molécule d'anticorps monoclonal et les vaccins, puisqu'on a vacciné. Parce que c'était l'autre souche, hein, c'était toujours la souche. Et là, le problème, c'est que dans cette zone-là, il y a beaucoup de mouvements de population, puisqu'il y a la guerre. Là, on est en Ituri, mais c'est proche du Nord Kivu et les Sud Kivu en même temps. Et vous voyez, donc, les gens circulent. Il y a beaucoup dans cette zone. Donc, ça explique le retard, vous pensez ? Ça explique les retards, mais le problème, c'est surtout cette équipe sentinelle qui n'existe plus dans des zones de santé, dans l'Est, en fait. C'est ça qui pose un peu ces problèmes. On va y revenir. Et il y a aussi, puisqu'on avait mis, depuis 2018 et 2020, il y a... contrairement à notre époque, en 1995, il n'y avait pas de laboratoire. Il fallait envoyer les échantillons à CDC, Atlanta. Mais aujourd'hui, nous avons l'INRB à Kinshasa et on a à Butembo, à Goma et même à Bunia des laboratoires. On va y revenir. Pour diagnostiquer ça. Marie Jaspard, justement, ce virus, il était là manifestement depuis un mois, même... Pardon, excusez-moi, j'étais distraite. Marie Jaspard, il était là depuis un mois, il s'est propagé donc, à partir des zones minières donc de Bougnac. Est-ce qu'on en sait un peu plus ? D'abord, comment se propage-t-il ? Et manifestement, d'après l'OMS, ça faisait déjà un mois, voire 2 mois qu'il était présent en RDC. Oui, mais c'est tout l'enjeu dans ces maladies virales, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Quand on est en retard, malheureusement, après, on court après. Et là, on est en retard pour toutes les raisons évoquées par mon collègue qui sont compliquées. Hein. C'est pas facile, l'Est de la RDC, le contexte conflit, cette souche qu'on ne connaît pas bien, qu'on a vue pour l'instant que 2 fois, en tout et pour tout. Donc c'est vrai que c'est pas facile d'être pile à l'heure pour le diagnostic. Et là, en effet, on court après. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cas. Et donc comment ça se transmet ? C'est par des contacts, comme l'a très bien dit la dame dans votre reportage juste avant, des contacts rapprochés avec des liquides biologiques. Est-ce qu'on a le patient zéro ou pas encore ? Pas à ma connaissance. Mais ça va être difficile de le récupérer, le patient zéro, parce que c'est vrai que ça fait un moment que ça circule.
Mais alors, c'est mon état de connaissance du jour. Mais pour l'instant, et donc il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. C'est vraiment plus complexe que justement la souche Zaïre. C'est à peu près comme on était au début où Zaïre a commencé à diffuser. Donc on revient un petit peu à zéro au moment où effectivement il n'y a pas de traitement, pas de vaccin. Mais la recherche avance vite. On a fait des progrès depuis les années 96, effectivement, heureusement. Et en effet, la recherche va avancer vite sur les vaccins, sur les traitements. Les chercheurs sont très mobilisés sur ce sujet-là. Vous pensez qu'il pourrait y avoir un vaccin dans quelques semaines, il y a une échéance ou pas du tout? Vous avez une idée? Non, on va au plus vite. Il y a des vaccins qui existent. On essaye de voir si ces vaccins existants peuvent éventuellement protéger contre cette souche-là. Donc déjà, il y a une première étape, des choses qui existent déjà. Et puis après, il y a des vaccins qui avaient été développés contre le Bundibugyo, effectivement, qui potentiellement pourraient accélérer leur processus s'ils prouvaient des choses en préclinique. On ne peut pas avancer des médicaments ou des vaccins s'ils ne sont pas efficaces avant d'arriver chez l'homme. Ronnie Broman, l'urgence, c'est tout de même à chaque fois de couper la chaîne de transmission avec des prises en charge de qualité. C'est compliqué donc dans un contexte de violence comme celui-là, en particulier dans l'est de la RDC. Oui, je crois qu'il faut préciser un petit peu plus ce qui se passe là-bas. Il y a une guerre qui se déroule là-bas depuis une trentaine d'années, des dizaines de groupes armés. Il y a de l'orpaillage, c'est-à-dire des mines d'or sauvages qui attirent du monde, la guerre qui déplace des populations. Et un gouvernement extrêmement faible, évidemment, du fait de cette guerre, mais aussi du fait d'autres facteurs. Donc déjà, localement, c'est extrêmement compliqué. La logistique est un cauchemar dans ce pays qui est gigantesque. Donc quand la logistique progresse lentement, le reste en pâtit. Et puis comment sensibiliser la population aussi dans un tel contexte? Oui, mais bon, la population, comme disait le docteur Moupapa, elle a aussi un passé, elle a aussi une expérience. Donc il y a certes eu des rumeurs, parce que la dernière épidémie a donné lieu à de la corruption, à des protestations, à des annulations d'élections qui elles-mêmes ont été suivies. L'annulation elle-même a été suivie d'une protestation et de rumeurs complotistes qui ont fait croire que l'épidémie était en fait une fabrication du gouvernement. Donc tout ça complique évidemment de façon locale la réponse. Mais il faut aussi avoir en tête, c'est extrêmement choquant d'entendre Marco Rubio reprocher à l'OMS qu'il déshabille, il lui attache les mains dans le dos. D'avoir été en retard. Et ensuite, il leur propose d'être en retard. Ils ont déshabillé le CDC aussi. Le CDC, le Center for Disease Control d'Atlanta, était le grand lieu de la surveillance épidémiologique mondiale, en rapport également avec l'OMS, mais avec des capacités propres. Le CDC est effondré également, y compris pour les épidémies aux États-Unis d'ailleurs, qui profitent d'une certaine manière de cet effondrement. Donc l'appauvrissement de l'OMS fait que la prévention, les systèmes d'alerte ne fonctionnent pas. La guerre, les mouvements de population localement redoublent la difficulté. Donc on est vraiment devant un problème extrêmement difficile. Et j'ajouterais qu'ils ont aussi déshabillé le NIH, qui fait de la recherche clinique sur ce genre de maladies. Donc effectivement, il n'y a plus beaucoup d'acteurs. Le NIH américain, c'est le grand institut de recherche qui produit énormément de choses et qui lui aussi est au fond du trou. Donc ça va ralentir un peu tous ces processus, Nathalie Coutinay. Il faut des infrastructures de santé en plus qui sont très limitées dans ces zones. Cette réduction des financements que vous notiez, Ronnie Broman, il y a aussi réduction des financements sur USAID qui s'est répercutée là directement en RDC, me semble-t-il. C'est un ensemble effectivement de réduction, l'annonce de Donald Trump, de réduction de manière considérable. C'est 30 à 40% de l'aide internationale qui est réduite. Alors ça touche évidemment la surveillance des épidémies, les infrastructures autour, toutes les plateformes de recherche, les plateformes de financement de vaccins, par exemple. Il y a des tas de... En fait, cette aide internationale, elle est répartie dans différents acteurs. Alors, l'OMS, évidemment, a un rôle de coordinateur, mais après, il y a d'autres acteurs tels que la Gavi pour les vaccins, le Fonds mondial pour le VIH-Sida, etc. Et tous ces acteurs sont financés de manière extrêmement importante, étaient financés par les États-Unis. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est dans une période un peu de transition. Il y a d'autres acteurs qui ont l'air de vouloir intervenir de manière un peu différente, notamment la Chine, l'Europe qui essaie de pallier un petit peu, mais en tout cas, il manque énormément d'argent. Et effectivement, ça pâtit sur tous ces dispositifs d'aide internationale qui permettent d'alerter, de faire de la surveillance et aussi de la recherche, de financer la recherche de nouveaux médicaments
pour lutter contre... Donc là, il y a une sonnette d'alarme que vous tirez quand vous Bien dites sûr. ça. C'est-à-dire, on serait même moins préparé aujourd'hui, parce que là, bon, on parle d'Ebola, oui, mais on a de la connaissance accumulée, comme disait le docteur. Donc effectivement, la connaissance accumulée fait qu'on peut aller plus vite, mais l'absence de financement et le fait que les grands laboratoires pharmaceutiques ne sont pas intéressés par ces maladies, parce que c'est des maladies qui ne jugent pas rentables, puisque les populations ne sont pas solvables. Donc finalement, ces maladies, cette recherche, elle est financée quasiment exclusivement par des fonds publics ou par des philanthropies comme la Gates Foundation, par exemple. Je vais ajouter, en 2014, le vaccin contre Ebola a été mis au point assez rapidement pour une raison qui est assez généralement méconnue, qui est le fait que les Américains travaillaient sur la possibilité d'utiliser ce virus comme arme chimique. Donc c'était une militarisation de ce virus qui avait donné lieu à des recherches sur les vaccins, parce qu'une arme biologique, pas chimique, une arme biologique, ça n'est utile que si vous-même vous êtes protégé contre l'infection. Sinon, vous vous tuez vous-même. C'est pas le but recherché, naturellement. Donc les Américains avaient financé 4 centres de recherche qui avaient commencé à mettre au point un vaccin. Donc on voit que ça n'était pas spécialement l'intérêt, la sécurité sanitaire de populations en Afrique ou ailleurs, mais un intérêt stratégique d'ordre purement militaire. Là, on n'a pas cet avantage-là. Donc, il y a l'avantage d'avoir déjà un vaccin, peut-être qu'il y a des immunités croisées. On pourrait peut-être accélérer la création d'un autre vaccin. Voilà, une façon d'utiliser les connaissances déjà acquises, mais avec des moyens beaucoup plus réduits. Donc, on freine la recherche, on freine la réponse du fait de cette réduction des moyens. Vous avez aussi cette analyse, docteur Mkwapa, sur justement ce freinage d'un nouveau vaccin où les Américains, en fait, aujourd'hui, ont dit aussi qu'ils allaient envoyer un certain nombre d'aides, mais pas via l'aide habituelle. Ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète, bien sûr. Il faut souligner, bien sûr, qu'il y a eu un seul laboratoire qui a beaucoup travaillé et qui avait des résultats quand même, des très bons résultats par rapport au premier vaccin qui était utilisé surtout en 2018 et 2020. Donc, et là, ils ont vacciné les sujets contacts, c'est-à-dire l'environnement du malade. Okay? Tous ceux qui étaient en contact avec des patients. Et ça a donné des très bons résultats. Et ça, c'était en fait le vaccin mis au point par les laboratoires Merck. Alors, mais aujourd'hui, bien évidemment, par rapport à ces manques de financement, c'est un peu difficile. Et là, les États-Unis prévoient l'ouverture de 50 cliniques pour traiter le virus en RDC. Ça, c'était une annonce, me semble-t-il, du secrétaire d'État américain. 50 cliniques pour traiter le virus en RDC. Parce qu'il y a un Américain, il faut le rappeler, un chirurgien américain qui a été contaminé, qui s'appelle Peter Stafford, près de Bounia. Il a été évacué vers l'Allemagne, ainsi que sa famille, sa femme et ses enfants. Donc, ils étaient restés en RDC, puis évacués en Allemagne. Ça fait partie aussi. Vous avez des nouvelles, vous, de cet Américain ? Oui, j'ai des nouvelles. Bon, il est admis dans un hôpital en Allemagne, mais jusque-là, son état est satisfaisant actuellement, donc c'est stationnaire. Il n'y a pas de signes de gravité pour l'instant, puisqu'il faut dire que par rapport au pouvoir pathogène, donc ces virus Bundibugyo n'est pas très pathogène par rapport à l'espèce Ebola Zaïre. Donc, il donne parfois des signes bénins, mais ça peut être grave s'il n'y a pas une bonne prise en charge. C'est ça qui s'est passé justement au Congo, puisqu'il n'y a pas de réanimation et les gens meurent puisqu'ils n'ont pas des états de choc hypovolémiques, alors qu'ici, on peut le perfuser, les remplir normalement et lutter contre ces états de choc. Mais là-bas, il n'y a pas de réanimation et donc le malade meurt juste pour déshydratation, et alors qu'ici, on pouvait sauver tous ces malades-là. L'OMS qui en Allemagne, ça sera très facile à traiter, je pense. Oui, en Allemagne, oui. L'OMS qui a indiqué que le risque était jugé élevé pour l'Afrique centrale, mais faible au niveau mondial. Marie Jaspard, donc ça veut dire que les pays voisins, tout de même, sont à risque. On a parlé... est-ce que ça pourrait vraiment avoir un impact sur les autres pays que la RDC ? Oui, je pense que la sous-région est sous observation de très très près. Vous avez parlé de l'Angola, il y a eu aussi l'Ouganda. Donc, puis les frontières sont assez poreuses dans cette région-là. Donc oui, il faut qu'on surveille, il faut qu'on intervienne à peu près partout.
Effectivement, ça coûte en effet un peu plus cher à chaque fois qu'on élargit. Mais c'est extrêmement important. C'est des populations qui bougent énormément pour des raisons de guerre, pour des raisons de commerce, pour des tas de raisons. Donc il y a un risque de diffusion régionale qui m'a pas l'air négligeable, en effet. Régional, mais pas international. Enfin, on a vu qu'il y a eu un avion qui a été détourné de Air France vers Montréal parce qu'il y avait un Congolais à bord, mais qui n'avait aucun symptôme, mais parce que les États-Unis ont tout de suite mis tout de même des règles d'interdiction d'entrer sur le territoire américain pour... Une action strictement policière d'interdiction à laquelle nous sommes... À la RDC, le Soudan du Sud. Mais je voulais juste faire remarquer que dans l'épidémie de 2014, qui est un peu le modèle, puisque c'était la plus importante, 11 000 morts, des dizaines de milliers de personnes atteintes, l'épidémie a été tout de même confinée dans 3 pays, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée, parce que l'épidémie avait émergé aux confins de ces 3 pays, et elle a suivi les mouvements de population. Et les mouvements de population, ils se produisent entre ces 3 pays-là, et finalement les pays voisins, le Nigeria, le Mali, le Sénégal, ont été très très peu atteints, notamment aussi parce qu'ils ont pris des mesures très efficaces, très rapides, qui n'est pas exclusivement de police sanitaire, mais de contrôle des personnes qui bougeaient. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'interdire les mouvements, mais de contrôler les mouvements de sorte qu'on puisse dépister des gens qui étaient par exemple fébriles, et donc porteurs potentiels du virus, et à ce moment-là, les isoler. Mais vous voyez, je souligne ça parce que la recherche en sciences sociales est aussi importante que la recherche épidémiologique ou que l'intervention. Parce que les recherches en sciences sociales, les anthropologues, les géographes, les sociologues nous informent sur la façon dont les gens se comportent de façon ordinaire, les circuits commerciaux, les circuits économiques, les circuits de sécurité, les circuits familiaux, bref. Il y a toute une façon de circuler qui doit être étudiée. C'est valable en Afrique comme c'est valable en Europe. Et la stratégie américaine n'est pas la bonne, vous avez l'air de dire. Non, certainement Donc, pas. d'avoir effectivement ce vol qui a été détourné via Montréal, et finalement cette personne congolaise qui, il me semble, a été rapatriée ou en tout cas envoyée... Oui, allez-y. Ouais, je dirais que c'est vraiment de la psychose inutile. Oui. Puisque l'épicentre de cette épidémie, c'est Longboilou. Longboilou, c'est vraiment dans les fins fonds, au-delà des Bunia. C'est vraiment difficile d'accès. Alors, aujourd'hui, les vols sont rares au Congo pour avoir une personne qui quitte cette région de l'Est, nord-est, très loin, c'est à 2000 km de Kinshasa. Alors, quelqu'un qui prend son avion à Kinshasa et qui n'a pas de fièvre, qui n'a même pas des symptômes, et comment il va être suspecté ou entraîner psychose aux États-Unis. Alors, je pense que c'est trop exagéré. C'est pour, on débat, mais on est tous d'accord, semble-t-il. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment de ça. Hein. C'est-à-dire que pour lutter efficacement contre une diffusion internationale, il faut éviter que les gens soient malades sur place. Donc il faut mettre tous nos efforts sur place plutôt que de bloquer les avions à droite et à gauche. Bien sûr. Alors évidemment, cette psychose est arrivée aussi parce que l'annonce du virus d'Ebola apparaît quelques semaines après l'antavirus du fameux bateau MV Ondus. Là, on a vu la rapidité tout de même, on peut dire, de la mise en place de protocoles en Europe. Est-ce que ça vous a frappé, ça, Nathalie Coutinet, par rapport peut-être au coronavirus ? Les protocoles mis sur place, Oui, ça rappelle... c'était l'Europe aussi. Oui, c'est ça. Alors après, moi, je trouve que ça illustre quand même énormément les inégalités mondiales de santé qui sont vraiment criantes. Hein. On voit effectivement des populations qui sont dans des conditions qui ont été très bien décrites, difficiles, mais qui ont extrêmement de difficultés à être ne serait-ce que diagnostiquées. Et puis là, on voit un bateau de croisière où ça fait une actualité. Donc on voit bien qu'il y a quand même 2 façons de traiter ces maladies. Alors évidemment qu'on a appris, et c'est ce que disait Dr Broman, on a évidemment appris du Covid sur le côté effectivement comportement, réponse politique. Donc là c'est positif, on peut dire qu'on a tiré les leçons de... Oui, d'une certaine manière, mais le problème c'est que la recherche s'est arrêtée, c'est-à-dire que les pratiques des industries pharmaceutiques, des gouvernements n'ont pas changé. Et donc, on n'a pas de coordination vraiment de la recherche. Il y en a eu un petit peu au moment du Covid, et puis après, chacun a joué pour soi. Et finalement, il n'y a pas de vraie politique de développement de recherche coordonnée sur, en tout cas à ma connaissance, ou pas suffisamment, ou financée de manière un peu disparate. Et c'est ça aujourd'hui dont on a besoin. C'est vraiment une coordination de la recherche. Et avec le départ des États-Unis
et des pays européens qui sont un peu en panne quand même de coordination de leur politique de recherche. On n'y est pas du tout dans la coordination avec ce retrait des États-Unis de l'OMS. Il y a des coordinations quand même, je me permets. Il y a des coordinations. Alors, pas beaucoup d'argent, on est bien d'accord. Voilà, c'est ça, au niveau financier. C'est ça. Mais en revanche, en termes de coordination, il y a des coordinations qui se mettent en place, il y a des organisations qui se mettent en place, des collaborations qui se mettent en place. J'y passe à peu près toutes mes journées, notamment la NRS-MIE, qui est une filiale de l'INSERM. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'était de la recherche publique en général. C'est-à-dire qu'au niveau des acteurs privés, ils sont quand même absents. Alors, la recherche publique, on sait, je suis universitaire également, on sait comment elle est financée. Donc mal financée, mais coordination. Et essayant de trouver des solutions et travaillant d'arrache-pied quand même. Donc, il faut quand même le noter. Il va falloir trouver de l'argent à un moment ou à un autre. Mais il y a quand même même si les Américains ne sont plus là, il y a quand même des gens qui travaillent en collaboration de manière assez constructive pour essayer de trouver des solutions. Pour parler justement de l'antavirus cette fois, justement, Marie Jaspard, donc où en est-on ? Pour l'instant, il n'y a pas eu d'apparition de nouveaux variants. Là, pour le coup, on avait le patient zéro. C'est peut-être ça qui était une chance, si je puis dire. C'est l'avantage du bateau, c'est que c'est fermé. Donc, ça a été assez vite facile de retracer tout. Le Nord Kivu, le Sud Kivu est un peu moins fermé, en effet. Donc, c'est beaucoup moins simple. Donc, le bateau, ça a été un peu un cas d'école. On a tout tracé, on a tout suivi. C'était presque facile, en fait, par rapport à d'autres épidémies qui ont diffusé. Et puis, moi, je trouve que sur le bateau, l'avantage, c'est quand même que la communication a été assez vite fluide. Les gens ont été assez vite rassurés. Il n'y a pas eu de choses qui ont été tues, comme c'était le cas au début, notamment du Covid, où ça a créé énormément de méfiance. C'était différent. Oui, je trouve que ça a été plutôt pas trop mal géré. Les gens ont été isolés. Alors après, on peut discuter, est-ce qu'il fallait isoler, pas isoler, renvoyer dans les pays, pas dans les pays. Ça, c'est des détails. Mais je trouve qu'au moins, la communication est passée. Il n'y a pas eu trop de psychose, à mon sens. Et puis finalement, les choses ont l'air de se calmer parce qu'il y a eu cet isolement-là. Mais c'est sûr que pour gérer une épidémie, il faut quand même isoler les gens qui sont malades. Ça, je crois que ça fait partie des mesures absolument. Et sur le séquençage de ce virus, justement, hantavirus, est-ce qu'on en sait un peu plus ? Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'autres variants ? Parce que j'ai vu qu'il y avait une enquête en cours en ce moment, lancée par l'OMS en Argentine. Oui, alors il semblerait, alors je ne suis pas virologue, mais il semblerait en effet que ce virus soit le même que le virus qui avait été trouvé en Argentine, qu'il n'a pas muté particulièrement. Il semblerait, je n'ai pas vu tous les résultats personnellement, qu'il n'ait pas muté particulièrement et que donc on est affaire avec une diffusion de ce virus à cause des mouvements de population. Alors comme quoi, le tourisme bouge aussi les virus. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Et donc on l'a vu subitement parce que des épidémies de hantavirus, il y en avait en Amérique du Sud. Avant, qu'on avait aussi documenté, mais qui avait fait moins de bruit. Ronnie Broman, comment analysez-vous cette prise en charge de l'hantavirus, justement C'était plutôt mieux qu'en 2020, au moment du Covid ? Mais oui, mais comme ça a été dit, c'est une population aisée, même très aisée, dans un milieu qui était fermé, confiné, donc qui offrait toutes sortes de facilités, à la fois pour filtrer les patients quand ils sortent du bateau, pour apporter des soins sur le bateau lui-même. Donc il me semble que ce n'est pas un exemple sur lequel on peut s'appuyer. Sauf s'il y en aura peut-être d'autres, via d'autres croisières. Oui, mais c'est pas tellement... oui, sans doute, les croisières, ils prendront des mesures préventives peut-être un peu plus strictes. Mais ce dont il faut avoir conscience, c'est que nous sommes dans l'ère du virus. Ça fait plusieurs dizaines d'années que les virologues nous alertent, nous informent, nous disent que le XXIe siècle sera le siècle des virus. Et regardez, depuis la fin du XXe, combien d'épidémies virales, le Zika, le chikungunya, le MERS, le corona, etc. Depuis, en gros, le sida, je ne dis pas que le sida a donné un coup d'envoi, c'est pas ça, mais c'est la période à partir des années 80, et surtout 90. Et ça ne fait que s'accélérer depuis que les épidémies virales, pour des raisons liées au réchauffement climatique, au déplacement de population, à la rapidité avec laquelle on se déplace maintenant, à l'accroissement démographique, à l'urbanisation, à la pénétration entre nature et justement, ville. cette relation entre l'animal et l'être humain, est-ce qu'elle est en train de changer depuis le Covid ou pas du tout ? Parce que finalement, ces deux virus qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, Ebola et l'hantavirus, viennent tous les deux à la base d'animaux. Donc le singe, plutôt le singe pour le Ebola et plutôt un rongeur pour l'hantavirus. La plupart des germes viennent du monde animal, donc ça n'est pas en soi une nouveauté. Ce qui est une nouveauté, c'est l'interpénétration des zones où il y a une faune sauvage avec les zones, disons, urbanisées. On voit maintenant des sangliers, des ours, des singes en ville, dans de très nombreuses villes du monde, qui sont le signal de ça. Et Ebola, c'était exactement cela. C'était le Ebola 2014 en Guinée, c'était des chauves-souris qui vivaient dans un milieu urbain et dont les déjections ont probablement été le début de l'infection.
D'où ce que je dis, l'importance de la recherche en sciences sociales, recherche en sciences dures, alors même qu'on déshabille à peu près tous les organismes qui sont susceptibles de faire ça. Et le contraste entre les sommes mirifiques consacrées à l'armement, pardonnez-moi cette comparaison un peu facile, mais je ne peux pas m'empêcher de la voir, les centaines et les centaines de milliards de dollars, 1500 milliards de dollars par an aux États-Unis pour faire fonctionner leur armée, avec les résultats que l'on voit au demeurant, mais c'est un autre débat. 2 milliards par an de budget pour l'OMS. Ils étaient à 3, ils sont passés à 2. Ils ont perdu 1 milliard de dollars dans l'année. C'est un scandale planétaire dont je pense on peine encore à percevoir les conséquences. L'OMS est sans doute une des agences... Ça n'annonce rien de bon à l'avenir, en fait. C'est ce que vous dites sur une prochaine pandémie. À ce stade, il faut être pessimiste. Sinon, on loupe la réalité. L'OMS est une des agences internationales les plus importantes. Je ne dis pas la plus importante parce qu'il y a différents secteurs. Enfin, elle préexistait à l'ONU. L'OMS existait avant l'ONU. La première conférence internationale sur les questions de sécurité sanitaire a eu lieu en 1851. C'est dire qu'on a assez rapidement compris, avant même Pasteur, avant la découverte des germes, on avait compris l'importance de la circulation. C'est la grande époque coloniale. Et donc, la circulation, notamment du choléra, qui était arrivé en France. Et aujourd'hui, on a l'impression de laisser tout cela en plan. C'est là qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Et le patron de l'OMS qui parle d'une époque dangereuse, d'ailleurs. C'était à peu près, l'aide américaine, c'était 10 milliards de dollars, hein, l'aide internationale. Hein. Je ne parle pas du financement de la recherche en interne, mais l'aide internationale. Par rapport aux sommes que vous donniez sur l'équipement militaire, alors évidemment, à titre individuel, c'est énorme, mais c'est une goutte d'eau. Mais cette goutte d'eau, elle était extrêmement importante pour maintenir des sites de surveillance épidémique, pour apporter de l'aide, pour soigner des personnels dans certains pays qui en manquent, pour acheminer des médicaments. Bon, tout ça, tous ces acteurs, hein, je les ai cités, Fonds mondial, PEPFAR, Gavi, la Gavi a vacciné, Gavi, pour le vaccin. C'est pour le vaccin, a vacciné, j'ai les chiffres, mais des centaines de milliers d'enfants. Et aujourd'hui, on estime que ça a plus d'1 million d'enfants qui pourraient mourir parce que la Gavi n'a plus les moyens de financer, de vacciner. Parce que là, on est aussi dans les moyens américains pour la Gavi. En partie, oui. Parce que l'aide américaine était répartie sur différents acteurs. C'est assez complexe, l'aide internationale en santé, parce qu'il y a énormément d'acteurs. Il y a effectivement l'OMS, mais il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont financés par les États ou par la fondation de Bill Gates ou par d'autres philanthropiques. Mais le principal financeur, ce sont les États-Unis. Enfin, c'était les États-Unis. C'était les États-Unis. Vraiment, on le met au passé. Alors, c'est intéressant, c'est de voir aussi comment la Chine est en train de se positionner pour... Elle a construit des routes de la soie de la santé pour essayer, mais avec une démarche complètement géopolitique, une démarche complètement bilatérale. Une démarche de pouvoir Oui, une démarche bilatérale, alors que cette aide internationale, elle est construite sur le multilatéralisme. C'est-à-dire que ce n'est pas une relation d'État à État, c'est l'ensemble des États. Et là, ce que fait la Chine, utiliser ce vide, finalement, des États-Unis pour renforcer des coopérations bilatérales avec un certain nombre de pays et effectivement amener des médicaments, construire des hôpitaux, mais aussi augmenter son pouvoir géopolitique dans certaines régions. Docteur Moupapa, du coup, qui aide aujourd'hui la RDC à s'en sortir? Il y a des ONG, tout de même. Je sais qu'il y a Médecins sans frontières qui est sur place. Oui, vous tirez aussi la sonnette d'alarme ce soir, j'imagine. Bien évidemment, je tire la sonnette d'alarme puisque l'OMS a débloqué seulement, d'après les informations que j'ai, 50 millions seulement, alors que c'est vraiment insignifiant. C'est ça. Mais il y a surtout aussi les gouvernements congolais qui devraient, en principe, débloquer une somme consistante pour faire face à cette épidémie, puisque ça ne sera pas facile de circonscrire, en fait, cette fois-ci, puisqu'il y a une grande partie du nord Kivu et le sud Kivu qui est occupée par la rébellion M23. Avec le M23. Alors, c'est ça, justement, et ça sera difficile. Comment répartir les ressources entre M23 et le gouvernement, le pouvoir de Kinshasa. Donc, aujourd'hui, il y a le ministre de la Santé, Kinshasa, qui a lancé un appel au fond pour essayer d'aider le gouvernement à faire face à cette épidémie. Bon, il y a quand même des donateurs qui essayent maintenant de venir en aide. Lesquels? Mais on ne connaît pas encore très bien. Il y
il y a des gens qui ont manifesté des bonnes volontés, comme Fondation Bill Gates et tout ça. Et ils ont manifesté quand même la volonté d'aider aussi en dehors de l'OMS et même les États-Unis aussi. Ils ont, bien sûr, puisque là, le Congo a signé de partenariats, des accords bilatéraux avec les Américains depuis le 5 décembre 2025. Donc, je pense que c'est par rapport à ça qu'ils vont peut-être nous aider. C'est ça, c'est En ça tout cas, qui change tout. en fait, c'est une course contre la montre. On Oui, se mais rend ce bien qui compte. change tout, c'est quand même sur l'organisation de l'aide internationale, c'est qu'on passe à des aides bilatérales avec des contreparties. Oui, contreparties, C'est-à-dire que conditions. c'est plus du tout l'esprit. Vous en parlerez évidemment beaucoup mieux que moi, mais c'est pas du tout l'esprit sur lequel s'est construite cette aide internationale. Et ça a vraiment changé avec Trump, ou c'était déjà le cas un peu avant, Ronnie Broman? Non, la tendance à la rétraction, à la diminution de l'aide, ça n'est pas Trump qui l'a lancé, mais il l'a amplifié démesurément. Et lorsqu'on s'est aperçu que l'aide américaine occupait à peu près 45% du volume global de l'aide à l'échelle mondiale, on a pris la mesure de la catastrophe qu'était le retrait des États-Unis de ce milieu, aussi bien dans l'aide internationale, USAID, etc., que dans le financement d'institutions. Les États-Unis nationales. disent, et l'équipe de Trump, ils disent, allez-y, enfin, pourquoi nous, hein? Mais alors là, ils n'ont pas tort tout de même. Là, il faut quand même le reconnaître que certes, les États-Unis, on adore taper dessus, et je ne m'en prive pas, je n'en suis pas privé ce soir, mais la responsabilité des institutions internationales, des membres actifs des institutions internationales, notamment les membres européens, qui cumulent quand même une richesse importante, des capacités d'action importantes et qui sont quand même très en retrait. Puis le docteur Moupapa rappelait aussi l'importance des gouvernements locaux. Dans l'épidémie de 2014, la réaction des gouvernements libériens, sierra-léonais et guinéens a été lamentable. Le début a été la contestation de l'existence de l'épidémie. Il a fallu des mois et des mois pour que cette épidémie soit reconnue comme une urgence sanitaire qui est ensuite devenue de portée internationale. Mais d'abord une urgence sanitaire locale. Or, les gouvernements ne voulaient pas le reconnaître. Et les bureaux locaux de l'OMS non plus. Donc, c'est tout un système. Les États-Unis, par leur puissance financière exceptionnelle, jouent un rôle en effet important. Mais de l'autre côté, du côté des pays européens, du côté des pays africains, enfin, du côté des responsabilités gouvernementales en général, hors États-Unis, il y a beaucoup à faire. Et l'OMS doit être aussi réformée pour être plus transparente, parce qu'une partie de sa faiblesse vient de l'opacité de ces circuits de décision, notamment saisis par la présence des grands labos. Qui est le premier financeur de l'OMS aujourd'hui? Bill Gates, depuis le retrait américain. C'est un acteur privé qui est le premier financeur d'une des principales institutions multilatérales. C'est absolument anormal, parce que lui, il a son agenda, il cherche le prix Nobel de la paix, il veut éradiquer la polio, il a ses lubies, ses marottes. Puis il a des liens avec l'industrie pharma qui, en plus, qui sont non négligeables. On voit bien. En plus, mais bon. Quand il dit qu'on change d'époque, finalement, le patron de l'OMS, il dit peut-être vrai, puisque là, on voit bien qu'il y a une privatisation, finalement, de ces aides. Oui. On n'est plus dans le même monde. Comment le réinventer, Marie Jaspard, pour justement faire face? Le problème, c'est que quand on va avoir une nouvelle pandémie, il y aura justement de moins en moins de multilatéralisme, de moins en moins d'aide américaine. Et là, il faut que je trouve la solution tout de suite, là, tout de suite. D'accord. C'est facile, hein, vraiment, les doigts dans le nez. Non, c'est extrêmement compliqué. Le monde a changé sur d'autant de sujets que, en effet, comme je ne sais plus qui, pardonnez-moi, l'a évoqué, mais le Ebola est un agent du bioterrorisme. Donc il y a aussi toute une propension de la recherche, une partie de la recherche qui est dédiée au bioterrorisme. Et les traitements, par exemple les anticorps monoclonaux, sont des médicaments qui ont été développés par les Américains pour lutter contre des éventuelles attaques sur leur sol actuellement, et qui sont des médicaments qui sont très peu accessibles du coup, parce que les Américains ont fait des stocks et les gardent pour eux en cas d'attaque bioterroriste. Donc tout ça, ça s'imbrique ensemble, et effectivement le monde a changé, j'ai pas de solution. Et puis il y a un discours complotiste, il y a aussi ce qu'on ne reconnaît pas forcément le virus, on est anti-vaccin, enfin il y a en plus ça qui ajoute au contexte. Ça aide pas. C'est vrai que la défiance envers les soignants, c'est vraiment compliqué, parce que si la population a plus confiance dans les soignants, globalement, c'est la population qui perd, parce que c'est eux qui sont moins bien soignés, ceux qui ont moins bien accès aux soins. Et ça, c'est vraiment très, très dommage. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment qu'on communique, tout ce qu'on est ici, de manière le plus transparente possible, sans faire de mouvements de panique ou quoi, mais d'expliquer aux gens ce qu'il est en train de se passer et que les choses peuvent se contrôler. Alors, effectivement, avec un plus d'argent, plus d'investissement, mais qu'il y a des gens qui travaillent encore sur ça. Et effectivement, sur le terrain, MSF, Alima, qui travaillent pour
soigner les gens aux côtés des Congolais, et ça, c'est des choses importantes. Et puis, les chercheurs, même si c'est que de la recherche publique, ils continuent péniblement. Non, je n'ai pas du tout... Je vous taquine, minimise pas du tout la recherche publique. Qui essaye de pallier à ce manque d'implication, effectivement. Parce que la communication est importante, en fait. La transparence face, justement, à toutes les fake news qui sont d'ailleurs sorties à partir du moment où il y a eu cet antivirus sur le bateau. Là, il y a une multiplicité encore de fausses informations. Donc ça, j'imagine que ça doit être le cas aussi en RDC. Mais bien sûr, puisque vous savez, déjà, la situation est précaire au Congo avec ces mouvements de population. Les gens, la population de l'Est est en errance depuis 30 ans. Dans cette guerre-là, qui est parfois, on passe de moments où ça devient en basse intensité, après ça s'accélère, et à chaque fois, c'est cyclique. C'est la 5e guerre du Congo. À chaque fois, on est agressé. Depuis qu'on a été agressé par l'armée rwandaise jusqu'à aujourd'hui, cette armée apporte toujours un appui militaire à ces différentes rébellions. Donc, soi-disant, en rébellion, bien sûr. Alors ça, c'est le contexte. Ils ne sont pas responsables du virus. Oui, les gens le savent. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a toujours, une épidémie qui vient dès qu'il y a une montée en intensité par rapport à cette guerre. Donc, on a toujours derrière une épidémie. Alors, bien sûr, même en 1994, on discutait avec le docteur. Donc, il y a eu... quand les Hutus ont traversé au Congo, il y a eu une grande épidémie de choléra. Oui, donc c'est toujours suivi de ça, puisque ça suit les mouvements des populations. Et surtout là, il n'y a pas de soins. Les gens sont dans l'errance, ils sont sur les routes. Et dans des tentes et tout ça, pendant 30 ans, vous vous rendez compte? Et comment circonscrire? C'est très difficile. Et il y a non seulement la psychose de la guerre, et il y a encore des théories complotistes, bien sûr, surtout par rapport au vaccin. Ils vont dire, bon, c'est pour stériliser les femmes congolaises ou les hommes et tout ça par rapport au vaccin. Alors que bon, donc c'est pas vrai. Et le vaccin qu'on n'a toujours pas pour l'instant pour cette souche, en tout cas. Pour la souche de Bundibugyo, il n'y a pas encore de vaccin. Et il n'y a pas de traitement curatif. Mais le problème, c'est qu'il y a un traitement symptomatique et qui peut déjà limiter le nombre de décès. Mais là, ça avance très vite. On a déjà dépassé plus de 500 et les morts, ça se compte maintenant autour de 130, voire 140, 140 décès. Oui, c'est très important ça, parce qu'on a tendance à dire qu'il n'y a pas de traitement, mais il y a des traitements. Simplement, il n'y a pas de traitement spécifique pour l'instant. Mais il y a des tas de choses qui doivent être... La déshydratation, la douleur, notamment. Il faut qu'il y ait une prise en charge, en fait, et elle doit être très rapide. Merci beaucoup, docteur Moupapa, d'avoir été avec nous. Marie Jaspard, merci. Ronnie Broman, Nathalie Cousinet, merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ces virus. Restez avec nous.